Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. PLF 2025, c'est le sujet de Focus Eco. Renforcement des piliers de l'État social, consolidation de l'investissement et de l'emploi, réforme structurelle et soutenabilité des finances publiques. Voici les principaux axes du PLF 2025. Autre point important, la réforme de l'impôt sur le revenu qui vient après celle de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Un PLF 2025 qui survient dans un contexte économique international marqué par une reprise fragile, perturbée par des tensions géopolitiques et des fluctuations des marchés des matières premières. Dans cette conjoncture économique internationale, la croissance de l'économie marocaine est attendue à 4,6% en 2025. PLF 2025, quels enjeux? On en parle aujourd'hui avec M. Zakaria Fiarano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est très partagé. Merci pour l'invitation. Alors, 4 grands axes prioritaires en tout cas qui ont été déclinés dans ce PLF 2025. Parlez-nous de ces priorités. Très bien. Je pense qu'après la présentation qui a été faite devant notre Auguste Souverain dans le Conseil des ministres, donc les 4 orientations ont été fixées. Donc il s'agit de prime abord de ce qu'on appelle la consolidation de l'État social. Et donc ça, c'est une priorité, je pense, pour ce gouvernement. Deuxièmement, vous avez également ce qu'on appelle un peu l'axe fondamental qui devient de plus en plus une priorité, c'est un peu la promotion et aussi l'augmentation des capacités d'employabilité au niveau de l'économie marocaine. Troisième axe qui est aussi très important, c'est les réformes structurelles. Donc là, il faut continuer un peu dans ce qu'on appelle la mise en place et l'accélération de la mise en place des réformes structurelles. Et finalement, c'est la soutenabilité des finances publiques, les questions qui sont vraiment très embarrassantes pour tous les gouvernements. Ça veut dire la pérennité des financements, aussi leur soutenabilité et également la grande problématique d'endettement et aussi sa soutenabilité sur le moyen et long terme. Ces 4 axes, ils ont été fixés et je pense qu'aujourd'hui, la déclinaison et la présentation qui a été faite par la ministre des Finances devant les 2 chambres et aussi les discussions qui sont déjà entamées au niveau de la première chambre du Parlement sont en train de décliner en quelque sorte ou un peu d'énumérer un peu les différents éléments qui permettent un peu de mettre la feuille de route pour ces 4 axes d'orientation stratégique. Je parle des orientations un peu de politique économique du pays, mais également leur déclinaison au niveau de la loi de finances qui est en train d'être effectuée au niveau des 2 chambres ou initialement dans la première chambre du Parlement. Renforcement donc de l'État social, l'emploi, la soutenabilité des finances publiques et les réformes structurelles, les grandes priorités de ce PLF 2025. L'investissement et l'emploi, vous l'avez dit, particulièrement l'emploi aujourd'hui. Quel plan d'action, quelle feuille de route en 2025 pour justement la création de plus d'emplois et puis le maintien des emplois qui existent déjà, notamment en milieu rural? Très bien. Regardez, la problématique de l'emploi, c'est une problématique qui est vraiment, je dirais, primordiale pour le gouvernement. Pourquoi? Première raison, c'est que toute politique économique qui n'arrive pas à résorber le chômage est une politique économique qui est défaillante. Aujourd'hui, nous sommes devant un constat qui est établi, c'est que nous avons un taux de chômage qui est aux alentours de 13,7. Et je pense que les prémices actuelles renforcent la probabilité que ça va continuer à la hausse. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, vous l'avez évoqué, nous avons des années de sécheresse. L'employabilité au niveau de l'agriculture devient de plus en plus, je dirais, en dégradation par rapport aux capacités agricoles. L'agriculture qui représente une part importante du PIB national. Une part importante pas une part importante du PIB parce que ça représente entre 13 et 15%. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'employabilité dans le secteur de l'agriculture, ça représente 40% de ce qu'on appelle la force du travail au Maroc. Et donc là, plus nous avons de problèmes au niveau de l'agriculture, qui se sont aggravés à cause de la sécheresse, plus nous avons un taux de chômage qui va continuer à s'accélérer. Et donc là, je pense que parmi les plans qui ont été faits par le gouvernement, qui sont proposés dans le projet de loi de finances, c'est de renforcer un peu cette question d'employabilité avec les 14 milliards de dirhams qui seront dédiés aux 3 secteurs fondamentaux. Un des premiers secteurs, c'est l'agriculture, parce qu'il faut un peu garder, je dirais, la plateforme agricole en termes d'employabilité et renforcer le secteur agricole pour qu'on puisse maintenir
maintenir la main-d'œuvre qui existe et pour ne pas tomber dans des problèmes de chômage encore plus aggravés aussi. Il ne faut pas oublier que ce problème d'agriculture pourra aussi causer d'autres problèmes sociaux et économiques, comme l'exode rural, comme des problématiques de problématiques de sécurité alimentaire. Voilà, sécurité alimentaire, les problèmes de réduction de ce qu'on appelle la valeur ajoutée du secteur qui constitue aussi une part très importante. Mais ce qui est le plus important, c'est que le côté psychologique des Marocains, tant que ça va bien au niveau de l'agriculture, tant que ça va bien aussi dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, automatiquement, je pense que le plan de loi de finances, il a axé un peu ces 14 milliards de dirhams pour pouvoir renforcer le secteur agricole parce que c'est une priorité. Il y a un deuxième élément que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'il faut trouver aussi une façon avec laquelle on devra changer le modèle rural. Ça veut dire aujourd'hui, il faut que le monde rural devienne lui-même un moteur de croissance. Il ne faut pas ramener la valeur ajoutée de la ville vers le monde rural. Il faut que le monde rural soit créateur de valeur ajoutée et d'environnement, d'habitat qui est favorable pour les citoyens pour qu'on maintienne les populations et aussi la main-d'œuvre au niveau de ces secteurs-là. Et je pense là, il faut changer le modèle, comme on l'a dit auparavant, dans plusieurs projets, surtout après les questions, après un peu le séisme de Haouz, on a dit qu'il faut réfléchir un peu dans cette logique de renforcer un peu la croissance endogène au niveau du monde rural. Autre volet, en tout cas, qui a été abordé lors de ce PLF, c'est l'activation renforcée, vous l'avez dit tout à l'heure, de la charte d'investissement. Bon, vous l'avez pas dit, mais vous parlez d'investissement pour encourager davantage justement les investissements privés et puis les investissements directs étrangers. Très bien. La question d'investissement, elle a été, je dirais que le gouvernement va faire un effort très important en termes d'investissement. Nous tablons sur à peu près ce qui a été présenté dans notre finance, c'est 340 milliards. Donc certainement, il va partir vers les secteurs un peu d'infrastructure. Et donc automatiquement, ça va permettre de renforcer notre infrastructure, mais également, ça va permettre aux entreprises publiques qui sont en lien direct dans des partenariats publics-privés avec les entreprises privées de renforcer aussi la création de la valeur et création de la richesse au niveau du secteur privé et aussi l'employabilité. Maintenant, par rapport à votre question, si je veux répondre directement à la question de l'investissement et aussi à la question de est-ce qu'on arrive à avoir des renforcements par rapport à ces investissements, je pense que oui. La charte d'investissement, c'est ce que j'allais dire. La charte d'investissement, donc nous avons déjà donné des avantages pour les grands investissements. Des investissements qui sont par exemple, qui dépassent les 5 milliards, ils peuvent avoir jusqu'à 30% de ce qu'on appelle la subvention d'État. Mais aujourd'hui, je pense qu'on dans la loi de finances, on va partir vers la partie qui a été omise de l'iceberg. C'est les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises et parfois aussi les micro-entreprises. Je pense qu'on est en attente parce que le gouvernement a déclaré ça. Nous aurons des avantages qui vont être octroyés au secteur privé et surtout la très petite, micro et la moyenne entreprise parce que c'est eux qui permettent, ou c'est elles, pardon, qui vont permettre de renforcer ce qu'on appelle l'employabilité et avoir plus de création d'emplois. C'est pas uniquement ça. Je pense que la charge d'investissement, si on arrive à l'activer pour ces petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, ça va constituer aussi, je dirais, une arme ou une manière avec laquelle on peut aussi corriger l'autre problématique de l'informel qui est aussi le consomme par rapport à ce qu'on appelle la concurrentialité de l'économie marocaine entre secteur formel et secteur informel. Donc c'est ces TPME en tout cas qui sont un levier aujourd'hui de développement qui permettent de créer de la valeur, de l'emploi et c'est ce qui permettra de mettre en place un écosystème entrepreneurial au Maroc qui soit fort pour une croissance durable. Autre élément abordé lors de ce PLF et l'une des grandes réformes attendues, c'est celle de l'IR. Après donc la baisse et également la baisse sur la TVA sur l'importation de certains produits, notamment des produits alimentaires. Quelles mesures, on va dire, sont mises en place ou prévues pour soutenir le pouvoir d'achat? Parce que quand on parle de baisse de l'IR, ça veut dire augmenter également les revenus de certaines catégories sociales en tout cas. Et puis cette baisse de la TVA sur l'importation, notamment celle de la viande, de l'huile d'olive, ça ne peut que peut-être contrecarrer peut-être cette inflation. Tout à fait. Donc le gouvernement, il est conscient aujourd'hui que les 2 ans de crise par lesquels je dirais, le Maroc est passé. Premièrement, nous sommes passés par la crise ukrainienne, donc ce qui a constitué une inflation très importante et qui a un peu bouleversé le pouvoir d'achat des Marocains. On a perdu en termes de pouvoir d'achat plus que 25%, donc si on prend le cumul de l'inflation sur les deux années écoulées. Et en même temps, nous sommes toujours dans une situation qui était
reprise après la Covid-19. Et donc, normalement, ces deux situations, je dirais, premièrement, ils nous ont fait perdre de l'emploi, donc ce qui veut dire perte de ce qu'on appelle la consommation, perte également en matière de ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages qui n'a que continué à baisser pendant les 2 ans. Et donc, il était temps aujourd'hui de passer vers l'hier. Parce que nous savons que le gouvernement a fait un choix, je ne vais pas le discuter sur le plan politique, il a fait une réforme qui est un peu graduelle. On a commencé par l'IS, la TVA, et aujourd'hui c'est l'IR. Bon, l'IR aujourd'hui c'est pour pouvoir directement le dire, pour pouvoir renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Renforcer comment ? 16 milliards et demi. Voilà. Renforcer comment ? 16 milliards c'est pour la compensation, je vais y revenir, voilà. Comment renforcer le pouvoir d'achat ? Le gouvernement a choisi, je dirais, 2 ou 3 politiques. Premièrement, la première politique, c'est de pouvoir continuer à mettre en place ce qu'on appelle la caisse de compensation. Donc on table sur les 16 milliards pour continuer à subventionner le blé blanc, ou ce qu'on appelle la farine blanche, voilà, le sucre et le gaz. Et donc ces 3 produits vont continuer à être subventionnés par le gouvernement, donc il n'y aura pas d'augmentation ni dans le prix de gaz, donc ça peut un peu, je dirais, donner une information positive pour les citoyens. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une deuxième augmentation durant l'année 2025. Et automatiquement, nous aurons toujours la subvention du sucre qui est très important dans le panier, surtout pour les citoyens en vulnérabilité, en pauvreté, surtout aussi dans le monde rural. Et la farine blanche qui va continuer à rester dans une situation de stabilité des prix. Et donc, ça, c'est la première mesure qui a été faite pour pouvoir renforcer le pouvoir d'achat. Deuxième réforme, c'est ce qui est proposé, c'est en fait d'augmenter un peu, je dirais, la classe moyenne. Et donc, comment ? C'est à travers le remaniement ou le changement qui a été fait au niveau de ce qu'on appelle le barème de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Et donc là, nous avons un soulagement. Premièrement, la classe qui est exonérée a été augmentée de 30 000 dirhams à 40 000 dirhams annuellement. Absolument. Donc, ce qui va soulager quelques populations qui travaillent, je dirais, au SMIC ou qui travaillent avec des revenus qui sont faibles. Bon, en moyenne, 6 000 en brut, si on prend ça en mensuel. 6 000. Et deuxièmement, vous avez le taux marginal qui a baissé de 1 point. Donc, 1 point, bon, pour soit les salariés ou également les fonctionnaires, ça permettra de gagner entre 150 dirhams jusqu'à 1000 dirhams en termes de revenus si la loi de finances a été adoptée sous cette forme. S'il n'y a pas une modification, parce qu'il faut que les citoyens aussi comprennent qu'on est en train de négocier au niveau du Parlement. Il se peut qu'il y ait des changements par rapport à ça. Mais au minimum, on sait aujourd'hui que nous aurons pour la classe moyenne, pour le revenu le plus important, un changement entre 150 et 1000 dirhams, je dirais, qui va se rajouter dans le panier lucratif des ménages. Avec l'objectif, vous l'avez dit, d'élargir la classe. Troisième élément, pour finir rapidement, c'est la TVA. Donc, on a essayé de réduire la TVA sur quelques produits de base qui ont été touchés par l'euphorie des prix. Vous avez cité l'huile d'olive, et vous avez cité aussi la viande. Bon, nous savons très très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le commun des Marocains qui pourra acheter ces produits. Ils ont augmenté de façon très euphorique, c'est le double à peu près, aux 85% d'augmentation. Et donc, il fallait renforcer le pouvoir d'achat à travers une réduction pour pouvoir, je dirais, réduire les prix sur le marché à travers des importations moins coûteuses. Merci à vous, Monsieur Zakaria Serrano. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.